Ma mère a humilié ma fille le jour de son 18e anniversaire. Elle lui a donné un bracelet à 15 $ et a dit, ta fille a droit au reste. Ma vraie petite fille. Elle, à la Jeep. Puis elle a tendu à ma nièce les clés d'une Jeep Wrangler flambant neuve. Quand j'ai vu le sourire de ma fille se briser, je me suis levé et j'ai dit. Rends le bracelet. Prends les vraies clés. Puis je lui ai tendu les clés d'une Mustang jetée entièrement payée. Le visage de ma mère est devenu blême. Quand le concessionnaire est entré, tenant une enveloppe de plus. Le bracelet était encore dans son boîtier de présentation en plastique lorsque ma mère l'a posé devant Sage. Pas un coffret à bijoux, pas du papier de soie, pas un sac cadeau avec un ruban. Un boîtier en plastique transparent à charnière. Du genre qu'on trouve aux caisses des pharmacies entre le baume à lèvres et les mouchoirs de voyage. Avec une étiquette de prix jaune encore visible dans le coin inférieur gauche, 15 $. Je pouvais lire le chiffre depuis 3 sièges de distance. Tout comme tout le monde à table, et ils étaient 23. Sage le prit et sourit. Pas le sourire qu'elle fait quand elle est heureuse. Le sourire qu'elle pratique depuis l'âge de 11 ans. Celui qu'elle arbore lors des réunions de famille quand Claudia, ma mère, lui donne quelque chose qui exprime exactement ce que Claudia a toujours pensé de sa valeur. Sage est très douée pour ce sourire. Maintenant, elle allait avoir 18 ans. Et elle était déjà experte dans l'art d'absorber les insultes sans laisser ses mains trembler. Elle l'a appris de moi. Je l'ai appris en grandissant dans la maison de Claudia. Cette compétence se transmet comme un gène que personne n'a demandé. Il y avait 23 personnes à table. C'était un dîner d'anniversaire commun chez Marchette. Le restaurant italien sur Davis Avenue avec la salle à manger privée à l'arrière. Sage et ma nièce, Brun, fêtaient toutes les deux leurs 18 ans la même semaine. Claudia avait réservé le dîner et dit à tout le monde que c'était logique de célébrer ensemble. Ce qu'elle voulait dire, c'était qu'il était logique de les célébrer côte à côte pour que chaque personne dans la pièce puisse mesurer la différence et la comprendre comme une loi naturelle. Brun ouvrit son cadeau en premier. Une petite enveloppe avec une carte et un porte-clés à l'intérieur. Elle lut la carte, couvrit sa bouche et regarda sa mère, ma sœur, Tabitha. Tabitha sourit du sourire d'une femme qui savait depuis 3 semaines ce qu'il y avait dans cette enveloppe et qui avait passé ces 3 semaines à choisir sa tenue pour ce moment. Claudia se leva de sa chaise. Elle lissa sa blouse ivoire et ajusta le collier de perles qu'elle portait à chaque événement haut. Elle avait l'intention d'être le centre de l'attention. Elle brandit un trousseau de clés avec un ruban rouge noué autour de l'anneau et les laissa capter la lumière du plafonnier, les tournant lentement pour que le métal scintille. Brun, ma chérie, tu as travaillé si dur cette année. Tu allais au championnat d'État en janvier. Et ton grand-père aurait été si fier de la jeune femme que tu es devenue. C'est de ma part et en sa mémoire. Elle fit le tour de la table non pas par le chemin le plus court, mais par le plus long. Passant devant chaque invité pour que chaque personne voie les clés avant Brun. Puis elle les plaça dans la main de Brun et referma les doigts de Brun dessus. Il y a une Jeep Wrangler flambant neuve sur le parking, blanc arctique, 46, 800 $. Entièrement payé. La salle éclata. Tabitha applaudit des 2 mains au-dessus de sa tête. Willis, mon beau-frère, leva son verre et dit quelque chose sur la conduite de la nouvelle génération. Les amis de l'église de Claudia applaudirent. Les 2 amis d'école de Brun criaient et sortaient leur téléphone pour enregistrer. Un homme à la table voisine du restaurant se tourna pour regarder à travers la cloison vitrée. Le bruit remplit la salle à manger privée et rebondit sur les boiseries sombres et les photographies encadrées des grands-parents italiens de quelqu'un d'autre. Puis le bruit cessa car tout le monde regardait Sage. Sage était assise à l'autre bout de la table, tenant le boîtier en plastique avec le bracelet à 15 $. Elle ne l'avait pas encore ouvert. Son pouce reposait sur la charnière. Le boîtier était si léger qu'il fit à peine un bruit lorsqu'elle le reposa sur la nappe. Claudia se tourna vers moi. Elle attendait cela. Pas le cadeau, le discours, le classement. La déclaration publique qui rendrait permanent ce qu'elle avait construit pendant 18 ans. Et elle le livra comme elle livre tout. Avec le calme constant d'une femme qui croit que la cruauté est la même chose que l'honnêteté.
Sage est une gentille fille. Meredith. Mais soyons honnêtes sur ce que nous regardons. Brun va au championnat d'État avec une bourse. Sage va à l'université communautaire parce que toi et Sterling n'avez pas pu économiser assez pour quelque chose de mieux. Ta fille a droit au reste parce que ton côté de la famille donne des restes. Tabitha a épousé un homme qui a une carrière. Tu as épousé un homme qui vend des alternateurs. Je ne vais pas prétendre que les deux petites filles ont mérité le même cadeau quand l'une d'elles a mérité un avenir et que l'autre cherche encore comment arriver à l'heure. Personne ne parla. Les serveurs, qui venaient d'apporter le gâteau sur un chariot, se retirèrent de la pièce sans allumer les bougies. Dolores Medina, l'amie d'église de Claudia depuis 30 ans, posa son verre de vin sur la table et ne le reprit plus. Willis étudia la nappe comme si elle contenait des instructions sur ce qu'il fallait faire ensuite. Tabitha pinça les lèvres et regarda les clés de Brun au lieu du visage de Sage. Sterling, mon mari, commença à se lever. Je posai ma main sur son avant-bras. Pas encore. Je regardai ma fille. Son sourire était toujours en place, mais il se brisait. Pas d'un coup, mais en morceaux. Les coins tombèrent en premier, puis le centre s'adoucit. Puis son menton s'abaissa d'un quart de pouce. Et ses yeux s'emplirent de larmes mais ne débordèrent pas. C'était comme regarder un pare-brise se fissurer au ralenti. Le genre de fissure qui commence en un point et se propage vers l'extérieur jusqu'à ce que toute la surface ne tienne plus que par le film en dessous. Elle avait 18 ans. Et elle regardait sa grand-mère expliquer à une salle pleine de gens qu'elle valait 15 $ et un boîtier en plastique. J'ai failli quitter la table. Mais l'enveloppe scellée dans mon sac à main pressait contre ma hanche. Et j'ai pensé à l'écriture de mon père à l'intérieur. Des mots qu'il avait écrits il y a 6 ans pour ce jour précis. Et je suis resté assise car Forrest Pennington ne m'a pas élevé pour que je fuie un combat que j'avais déjà gagné. Je me suis levé. Sage, rends le bracelet. Sage me regarda. Ses yeux étaient humides, mais ses mains étaient stables. Elle reposa le boîtier sur la table. Prends les vraies clés. Je plongeai la main dans la poche de ma veste et posai un trousseau de clés de voiture sur la nappe. Devant elle. Un porte-clés en cuir noir avec une Mustang chromée sur la face. Il y a une Mustang jetée entièrement payée sur le parking. Gris magnétique. Ton nom est sur la carte grise. 39. 500 $. 3 ans d'économie. La charité de personne. Les restes de personne. Sage prit les clés. Sa main tremblait, mais elle ne pleurait pas. Elle retourna le porte-clés dans sa paume et traça le cheval avec son index. Le visage de Claudia devint blanc, pas pâle. Blanc. Le sang quitta ses joues, puis son front, puis ses lèvres. Dans cet ordre, comme si quelqu'un avait ouvert un drain dont elle ignorait l'existence. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur A Family Secret Tales. C'est l'histoire de comment ma mère a volé l'avenir de ma fille pour acheter une voiture à sa petite fille préférée. Et ce qui s'est passé quand je l'ai découvert, parce que voler les enfants. C'est ce que je fais pour gagner ma vie. Mon père, Forrest Pennington, est mort il y a 6 ans. Cancer du pancréas, 11 semaines entre le diagnostic et la fin. Il avait 60 ans. C'était un professeur de travaux manuels au lycée qui a passé 40 ans à montrer aux adolescents comment construire des choses qui fonctionnent. Et il passait ses week-ends à construire des étagères dans le garage et à les vendre dans des foires artisanales pour 80 $ chacune. Il n'a jamais rien vendu pour 100 $. Il disait que 80 était le bon prix car cela couvrait le bois et la quincaillerie. Et ça lui permettait de continuer sans avoir besoin qu'on le remercie. Forrest était le genre d'homme qui étiquetait chaque tiroir de son atelier avec du ruban de masquage. Et un Sharpie. Il gardait les reçus dans un dossier manille organisé par mois. Il écrivait les cartes d'anniversaire à la main, même pour les gens qu'il connaissait à peine. Parce qu'il croyait que les cartes imprimées étaient pour les entreprises, pas les familles. Il n'était pas riche, mais il était réfléchi. Quand Forrest disait qu'il allait faire quelque chose, la chose se faisait. Quand il disait que quelque chose était important, on pouvait y régler sa montre. Il aimait ses 2 petites filles. Mais Sage était celle qui s'asseyait dans son atelier et demandait comment s'appelaient les outils.
C'est elle qui lui tendait le papier de verre. Comptait les vis et le regardait arrondir les angles avec une patience que la plupart des enfants de 10 ans n'ont pour rien qui n'implique un écran. Forrest l'appelait « mon lever de soleil ». Il appelait Brun « ma chérie ». Les deux étaient sincères. Mais Sage était celle qui restait dans le garage jusqu'à ce que la sûre retombe. En 2018, quand Sage avait 10 ans, Forrest a ouvert un compte d'épargne à la First Regional Credit Union. Numéro de compte 4 471 308. Dépôt initial, 25,000 $. C'était 31 ans d'enseignement technique et 800 étagères pliées en un seul chiffre sur un reçu bancaire qu'il a photocopié et scotché à l'intérieur de son tiroir d'atelier. Il a désigné Sage comme bénéficiaire. Il a ajouté Claudia comme cosignataire dépositaire parce que Sage était mineur. Et Forrest voulait un deuxième adulte avec accès au cas où quelque chose nous arriverait. À moi et à Sterling. Il a choisi Claudia parce qu'elle était sa femme. Il lui faisait confiance comme les gens font confiance aux fondations. Il n'a jamais considéré que la fondation pourrait bouger. Quand Forrest est mort, il m'a donné une enveloppe scellée à l'hôpital. Blanche, de taille standard, le nom de ma fille écrit sur le devant de sa main. La même écriture qui étiquetait chaque étagère, chaque poignée de tiroir. Chaque commentaire sur les bulletins scolaires qu'il veillait tard pour finir. Il a tenu ma main et a dit : donne ça à Sage pour son 18e anniversaire. Pas avant. Ne l'ouvre pas. Sa poigne était faible, mais sa voix ne l'était pas. J'ai mis l'enveloppe dans le tiroir de ma commode sous une pile d'écharpes d'hiver. Elle y est restée pendant 6 ans. Je ne l'ai jamais ouverte. Je ne l'ai jamais tenue à la lumière. Mon père m'a demandé de tenir une promesse, et je l'ai tenue. Après la mort de Forrest, j'ai commencé à verser 200 $ par mois sur le compte de Sage. Chaque mois pendant 6 ans. 72 dépôts, 14,4 cents $ de mon propre argent en plus des 25,000 $ de Forrest. Avec les intérêts accumulés, le solde a atteint 42,2 cents $ en septembre 2026. Je le vérifiais chaque mois de janvier. Le chiffre grandissait comme Sage grandissait, lentement, régulièrement. Sans avoir besoin de l'approbation de personne. Claudia connaissait l'existence du compte. Elle était cosignataire dépositaire. Elle avait le plein pouvoir de retrait car le compte était antérieur à toute préoccupation sur ce qu'elle pourrait en faire. Et elle n'a jamais mentionné le compte une seule fois après les funérailles de Forrest. Pas une seule fois. En 6 ans. J'ai pris ce silence pour du respect. Ce n'était pas du respect. C'était de la planification. Le favoritisme n'était pas nouveau. C'était l'architecture de ma famille. Porteur, invisible pour tous ceux à l'intérieur, évident pour quiconque se tenait à l'extérieur. Tabitha avait 2 ans de moins et avait été le centre de l'attention de Claudia depuis sa naissance. Les photos de classe de Tabitha étaient encadrées sur la cheminée. Les miennes étaient dans un tiroir. Les réussites de Tabitha étaient annoncées lors des dîners de famille. Les miennes étaient mentionnées en passant si quelqu'un d'autre en parlait. Quand je suis tombée enceinte de Sage à 24 ans, Claudia a dit, eh bien. C'est une façon de se fermer des portes. Elle ne m'a pas organisé de baby shower. Une collègue de Tabitha en a organisé une pour moi dans son appartement. 8 personnes sont venues. Quand Tabitha a épousé Willis Whitfield à 28 ans lors d'une cérémonie à l'église avec des arrangements floraux d'un designer que Claudia avait conduit 2 heures pour engager. Claudia a organisé une réception pour 140 personnes avec un quatuor à cordes et un gâteau à 3 étages. Quand j'ai épousé Sterling Harmon à 26 ans dans la même église avec des fleurs sauvages que j'avais arrangées moi-même. Claudia a apporté un gâteau du supermarché qui disait « Félicitations » en glaçage bleu. Et elle est partie avant la fin des discours. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête. Le mal de tête s'est dissipé à temps pour qu'elle puisse dîner avec Tabitha et Willis le soir même. Sterling dirige un magasin de pièces automobiles sur la route 11. Il gagne 71,000 $ par an. Il se lève à 5 heures tous les matins. Et il a construit une cabane dans les arbres pour Sage quand elle avait 7 ans qui est toujours debout et toujours de niveau. Il n'a jamais manqué un paiement d'hypothèque, et il n'a jamais, pas une seule fois,
Fait sentir à ma fille qu'elle était autre chose que la personne la plus importante de sa journée. Claudia l'appelle, l'homme aux alternateurs, et m'a demandé une fois à Thanksgiving. Devant Sage et Sterling. Si Sterling avait envisagé de retourner à l'école pour quelque chose de sérieux. Sterling a mangé sa dinde et n'a pas répondu. Il est une meilleure personne que moi de cette manière spécifique. Quand Sage avait 13 ans. Elle a eu son premier rôle principal dans un récital de ballet au Centre d'art communautaire. Elle avait répété pendant 4 mois, 3 soirs par semaine et les samedis matins. S'étirant dans le salon jusqu'à ce que Sterling commence à l'appeler « le bretzel ». Claudia a promis d'y assister. Elle a dit à Sage qu'elle serait au 3e rang. Le matin du récital. Claudia a appelé pour dire qu'elle ne pouvait pas venir car Brun avait un match de football décisif à l'autre bout de la ville. Brun a besoin de moi, ma chérie. Tu comprends? Sage se tenait dans les coulisses dans son tutu blanc. Les cheveux retenus par une barrette en strass que j'avais mis 20 minutes à bien placer. Et elle a regardé le public 4 fois avant que la musique ne commence. La première fois, elle cherchait. La deuxième fois, elle espérait. La troisième fois, elle vérifiait. La quatrième fois, elle a cessé de regarder. Elle a dansé toute la représentation sans plus jamais vérifier le public. C'était la plus petite trahison. La preuve que dans l'arithmétique de Claudia, Brun était toujours égal à plus. Et la différence n'allait jamais se combler, peu importe le nombre de récitals que Sage méritait. 3 semaines avant la fête d'anniversaire, une demande de prêt pour une Jeep Wrangler a atterri sur mon bureau à la Caisse Populaire. Je suis agente de conformité des prêts automobiles à la First Regional Credit Union. Mon travail consiste à examiner les demandes de prêt pour détecter les fraudes, à vérifier les sources de financement et à signaler les transactions où la piste de l'argent ne correspond pas aux documents. J'examine entre 15 et 25 dossiers par semaine. La plupart sont nets. Ceux qui ne le sont pas impliquent généralement quelqu'un qui utilise de l'argent qui ne lui appartient pas pour acheter quelque chose qu'il veut prétendre avoir mérité. La demande pour la Jeep a été déposée par Tabitha Whitfield en tant qu'acheteuse principale. Claudia Pennington était inscrite comme co-signataire. Le véhicule était une Jeep Wrangler Sport 2027. Blanc arctique, prix catalogue 46,8 cents. L'acompte était de 38,000 $ en espèces, présenté par chèque de banque. Les 8,8 cents restants étaient financés sur 36 mois. La source de l'acompte a été vérifiée comme étant le compte 4 471 308 de la First Regional Credit Union. J'ai lu le numéro de compte 2 fois. Puis j'ai affiché l'historique complet du compte sur mon deuxième écran et je l'ai lu une 3e fois. Puis j'ai posé mes 2 mains à plat sur mon bureau et je les y ai maintenues jusqu'à ce que le picotement dans mes doigts cesse et que la pression derrière mes yeux passe de la chaleur à la concentration. Le compte 4 471 308 était le compte d'épargne de Sage. Le 3 septembre, 5 semaines avant le dîner d'anniversaire, un retrait de 38,000 $ avait été traité. Autorisé par la co-signataire dépositaire, Claudia Pennington. Le retrait laissait un solde restant de 4,2 cents des économies de Forest. 6 ans de mes dépôts mensuels de 200 $ réduits à un chiffre qui ne couvrirait pas un semestre de manuel scolaire à l'université communautaire que Claudia venait de tourner en dérision. Je suis resté assise à mon bureau et j'ai pensé à Forest dans son lit d'hôpital. J'ai pensé à sa main tenant la mienne, l'enveloppe scellée entre nous. La façon dont sa voix restait claire même quand son corps le quittait. Il m'a fait promettre de donner la lettre à Sage pour son 18e anniversaire. Il ne m'a pas fait promettre de protéger le compte car il croyait que Claudia le ferait. Il croyait que la co-signataire dépositaire qu'il avait épousée honorerait le compte qu'il avait ouvert pour la petite fille qui s'asseyait dans son atelier et comptait les vis. Il le croyait parce que Forest mesurait tout dans sa vie avec précision. Sauf les personnes qui lui survivraient. Ma mère avait vidé les économies de ma fille pour acheter une voiture à ma nièce. Elle a pris l'argent que mon père avait mis de côté pour son « lever de soleil » et l'a utilisé pour prouver devant 23 personnes que Brun était la vraie petite fille et que Sage était la pensée après. Coup qui méritait un bracelet en plastique.
J'ai fermé le dossier de prêt. J'ai verrouillé mon poste de travail. Je suis allé au bureau d'Opal Ramsey au bout du couloir et j'ai fermé la porte derrière moi. Opal est la directrice de l'agence de First Régional. Elle est mon mentor depuis 9 ans. Elle m'a embauché comme caissière quand j'avais 9 ans et m'a formé à travers chaque certification jusqu'à ce que j'atterrisse à la conformité. Elle a 53 ans, et elle n'a jamais levé la voix au travail une seule fois. Et elle n'a jamais laissé passer une transaction frauduleuse sur son bureau sans documentation. Opal, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Je lui ai tendu le dossier. Elle a lu la demande de prêt. Elle a affiché l'historique du compte sur son propre écran. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. C'est le compte de ta fille. Oui. Et la cosignataire dépositaire a retiré 38 000 $ pour financer la compte d'un véhicule pour un autre membre de la famille. Ma nièce. Ma mère est la cosignataire. Opal posa le dossier et enleva ses lunettes de lecture. Elle les posa sur le bureau à côté d'une photo encadrée de sa propre petite fille et me regarda. Longuement. Meredith, cela va aller au comité d'examen des fraudes. Je ne peux pas ne pas l'avoir vu. Et toi non plus. En tant qu'agente de conformité. Tu as une obligation de signalement. En tant que mère. Tu as autre chose. Ces deux choses pointent dans la même direction. Elle fit une pause. Je travaille dans la banque depuis 27 ans. J'ai vu des parents vider les comptes de leurs enfants pour des dettes de jeu. Des factures médicales et de mauvaises affaires. C'est la première fois que je vois quelqu'un vider le compte d'un enfant pour acheter une voiture à un autre enfant. Je le signale aujourd'hui. Je l'ai remercié. Elle a balayé les remerciements d'un geste de la main comme elle le fait toujours, en regardant le dossier plutôt que moi. Mais quand je suis arrivé à la porte, elle a dit, « Meredith. C'est ton père qui a ouvert ce compte, n'est-ce pas? Bénéficiaire désigné. Objectif documenté. Il l'a construit comme il a tout construit. Ça tiendra. » J'ai failli appeler Claudia ce soir-là. Le numéro était dans mon téléphone. Mon pouce était sur l'écran. J'étais assise sur le bord du lit de Sage après qu'elle se soit endormie, regardant le tiroir de la commode où la lettre de Forrest attendait depuis 6 ans. Et je voulais appeler ma mère et dire des choses qui m'auraient fait du bien pendant 30 secondes et auraient ruiné tout ce que je construisais. Mais l'imprimé du relevé de compte était sur ma table de cuisine en bas. Et les chiffres dessus n'étaient pas une dispute familiale. C'étaient des preuves. J'avais passé 9 ans à apprendre que les preuves ne survivent pas aux appels téléphoniques. Elles survivent aux traces écrites. Forrest aurait dit la même chose, mesure 2 fois. Coupe une fois. Ne coupe pas avant d'être prête. Le lendemain matin, j'ai appelé Royce Ashworth. Royce est le directeur financier de Lehman Motors. Le concessionnaire Jeep où la Wrangler a été achetée. Je me suis identifié comme agente de conformité de la Caisse populaire qui avait financé le prêt. J'ai demandé la copie du concessionnaire de la vérification de la compte et de la documentation sur la source de financement dans le cadre de notre processus standard d'examen interinstitutionnel. Royce a sorti le dossier en moins d'1 heure. Le chèque de la compte a été tiré sur le compte 4 471 308, a confirmé Royce. Chèque de banque présenté par Claudia Pennington en personne le 5 septembre. Nous avons vérifié les fonds auprès de votre institution le même jour. J'ai demandé à Royce s'il serait disposé à fournir une copie certifiée de la demande de prêt, de la vérification de la compte et du mémo de la source de financement du concessionnaire. Il a accepté. Je lui ai demandé de le sceller dans une enveloppe et de la conserver. J'aurais peut-être besoin qu'elle soit livrée en personne. Où ça? À une fête d'anniversaire. Royce resta silencieux un moment. En 30 ans de financement automobile, je n'ai jamais fait ça, mais je serai là. J'ai acheté la Mustang GT le 20 septembre. Un modèle d'occasion certifié 2024, gris magnétique métallisé, 23 000 miles. Titre de propriété vierge, 39 500 $ en espèces. J'ai payé avec de l'argent d'un compte d'épargne séparé que Claudia ne connaissait pas et auquel elle n'avait jamais eu accès.
J'avais ouvert ce compte 3 ans plus tôt. Le mois après que Claudia ait dit à Sage lors d'un dîner de famille qu'elle devrait envisager une école de métier car, tout le monde n'est pas fait pour les études. C'est ce soir-là que j'ai commencé à économiser pour quelque chose dont Sage allait avoir besoin. Quand le classement deviendrait enfin public. Je ne savais pas que le classement prendrait la forme d'un bracelet à 15 $ et d'une Jeep Wrangler. Je savais juste que ça arrivait parce que Claudia avait passé 18 ans à construire un moment où les calculs seraient prononcés à voix haute. Sterling est venu avec moi au concessionnaire. Il portait sa veste de travail avec le logo des pièces automobiles sur la poitrine. La veste que Claudia m'avait dit un jour ressemblait à un uniforme pour quelqu'un qui livre des colis. Il se tenait à côté de la Mustang sur le parking et posa sa main à plat sur le capot. De la même manière qu'il teste les blocs moteurs au magasin, sentant la qualité sous la surface. Elle va pleurer, a-t-il dit. Elle va conduire, ai-je dit. Il m'a tendu les clés après la signature des papiers. M'a embrassé sur le côté de la tête et n'a rien dit d'autre. Parce que Sterling a toujours compris que les mots justes pour les grands moments sont l'absence de mots. J'ai appelé Royce une fois de plus cette semaine-là. Je lui ai dit que la fête était le 8 octobre dans la salle à manger privée de Marchette. Il a dit qu'il serait là à 19h45 avec l'enveloppe. Je l'ai remercié. Il a dit « Ne me remerciez pas, remerciez votre père. C'est lui qui a mis le bon nom sur le bon compte. » Si vous avez suivi cette histoire et que vous sentez le poids de ce qui s'en vient, abonnez-vous à Family Secret Health et restez avec moi. Car la fête d'anniversaire n'était pas terminée. Claudia était toujours debout. Les clés de la Mustang étaient sur la table. Sage les tenait. La salle était divisée entre les personnes qui regardaient Sage et celles qui regardaient Claudia. Personne ne regardait le bracelet. Il reposait dans son boîtier en plastique sur la nappe blanche comme une pièce à conviction d'un crime que personne n'avait encore signalé. Claudia se ressaisit. Elle se ressaisit toujours. Elle a passé 66 ans à se remettre de la vérité en la remplaçant par une version d'elle-même qui sonne mieux. Une Mustang. Elle laissa échapper un petit rire, le genre qui demande à la salle de rire avec elle. Personne ne le fit. Meredith, tu ne peux pas te permettre une Mustang. Que as-tu financé? Que as-tu mis sur une carte de crédit? Vas-tu faire payer à Sage l'assurance d'une voiture que tu vas perdre au profit de la banque dans 6 mois? J'ai payé comptant. 39 500 $. 3 ans d'économie. Pas de prêt, pas de carte de crédit. Pas l'argent de quelqu'un d'autre. J'ai laissé les mots flotter. Puis je me suis tourné pour lui faire face complètement. Mais la question ce soir n'est pas de savoir comment j'ai payé la voiture de Sage. Maman? La question est de savoir comment tu as payé celle de Brun. L'atmosphère de la pièce changea. Pas un changement de son, un changement de gravité. L'air se tendit, et les gens à table se penchèrent légèrement en arrière. De la même façon que les gens se penchent lorsqu'ils sentent que quelque chose de structurel est sur le point de bouger. La Jeep Wrangler a coûté 46 800 $. La compte était de 38 000 $. Cet acompte a été retiré du compte 4 471 308 à la First Regional Credit Union le 3 septembre. Je n'ai pas quitté Claudia des yeux. Ce compte a été ouvert en 2018 par Forrest Pennington. Ton mari, mon père. L'homme que tu as cité il y a 10 minutes en disant un grand-père serait fier. La bénéficiaire inscrite sur le compte est Sage René Harmon. Ma fille. La fille à qui tu viens de donner un bracelet à 15 $ dans un boîtier en plastique. La bouche de Claudia s'ouvrit et se referma. Ses mains se posèrent sur le bord de la table. Cet argent était de l'argent de famille. Meredith. Ton père l'a laissé pour la famille. Je l'ai utilisé pour la famille. Tu l'as utilisé pour Brun. Sage fait aussi partie de la famille. Sage est la personne dont le nom est sur le compte. Tu étais co-signataire dépositaire. Pas propriétaire. Pas bénéficiaire. Tu y avais accès parce que papa te faisait confiance pour le protéger. Et tu as utilisé cet accès pour prendre 38
$000 à la petite fille que tu appelles des restes et acheter une Jeep pour la petite fille que tu appelles la vraie. Le visage de Tabitha se figea. Elle se tourna vers Claudia. Maman? Tu m'as dit que la compte provenait du compte de succession de papa. Tu as dit que c'était ton argent à dépenser. C'était de l'argent de famille. Tabitha. Ton père voulait que les 2 filles soient prises en charge. Il voulait que Sage soit prise en charge, ma voix resta neutre. C'est pourquoi son nom est sur le compte. Et je peux prouver exactement où chaque dollar est allé parce que tracer d'où vient l'argent pour une voiture. C'est ce que je fais tous les jours au travail. La porte de la salle à manger privée s'ouvrit. Royce Ashworth entra, vêtu d'un blazer marine et tenant une enveloppe manille. Il avait conduit 22 minutes depuis Lehman Motors. Il fit un signe de tête au serveur, qui s'écartèrent sans qu'on le leur demande. Car il y a quelque chose dans la façon dont un homme en blazer porte une enveloppe lors d'un dîner de famille qui vous dit que la soirée a changé de forme. Il me regarda. J'ai hoché la tête. Mon nom est Royce Ashworth. Je suis le directeur financier de Lehman Motors. Il posa l'enveloppe sur la table devant Claudia. À côté du boîtier du bracelet que personne n'avait touché depuis que Sage l'avait posé. Cette enveloppe contient la copie du concessionnaire de la demande de prêt pour la Jeep Wrangler. La vérification de la compte et le mémo sur la source de financement. Il garda les mains le long du corps. La compte de 38 000 $ a été présentée par Claudia Pennington via un chèque de banque tiré sur le compte 4 471 308 de la First Regional Credit Union. Le compte est enregistré au nom d'une bénéficiaire nommée Sage Renée Harmon. La vérification des fonds a été traitée le 5 septembre 2026. Willis repoussa sa chaise de la table. Son visage perdit de teinte. Il regarda Tabitha. Tu m'as dit que ta mère couvrait la compte avec ses propres économies. Ses économies personnelles. Tabitha ne répondit pas. Elle fixait l'enveloppe. Dolores Medina prit son sac à main du dossier de sa chaise et sortit de la salle à manger privée. Sans dire au revoir. Elle laissa un verre de vin plein et un morceau de gâteau non entamé. Une autre femme, la voisine de Claudia de 2 rues plus loin, la suivit 30 secondes plus tard. Tu as traité Sterling d'homme qui vend des alternateurs. Je n'ai pas haussé la voix. Sterling se lève à 5 heures tous les matins et dirige une entreprise qui emploie 4 personnes et n'a jamais fait de chèque sans provision. Tu as traité Sage de fille qui ne peut pas arriver à l'heure. Sage a maintenu une moyenne de 3,44 tout en travaillant les week-ends à la librairie pour payer ses propres frais d'inscription. Tu as appelé mon côté de la famille le côté qui donne des restes. Mon côté de la famille est celui qui a économisé 39 000 $ en espèces et n'a jamais volé $1 à un enfant pour prouver quelque chose à une table. J'ai fait une pause. La pièce était silencieuse. Pas le silence performatif du choc. Le vrai silence des gens qui comprennent que ce qui le regarde ne peut être défait. Tu as pris 42 000 $ que mon père mourant a économisé en 31 ans d'enseignement technique au lycée et de construction d'étagères à 80 $. Il a ouvert ce compte pour Sage. Il a nommé Sage. Il t'a fait confiance pour le garder en sécurité. Tu en as vidé 38 000 et tu as donné à ma fille un bracelet de pharmacie en appelant ça un compte honnête. C'est du vol. C'est un abus d'autorité de dépositaire. Et le comité d'examen des fraudes de la Caisse populaire a le dossier depuis 2 semaines. La main droite de Claudia se posa sur sa poitrine. Elle pressa sa paume contre sa clavicule, et sa respiration devint rapide et superficielle. Mon cœur. Meredith. Tu vas me tuer ici même. Ton père aurait honte de toi pour ça. Il n'aurait jamais voulu que tu étales ça en public. Tabitha. Appelle quelqu'un. Appelle une ambulance. Je ne peux plus respirer. Personne ne prit son téléphone. Sterling ne bougea pas, Willis ne bougea pas. Même Tabitha, qui avait passé toute sa vie à répondre aux appels de détresse de Claudia, resta assise et fixa l'enveloppe sur la table. Je n'ai pas répondu à la performance. J'ai sorti de mon sac à main l'enveloppe scellée. Blanche, de taille standard, le nom de ma fille écrit sur le devant de la main de Forrest. L'encre avait 6 ans.
Le papier était doux après des années dans un tiroir. Le nom de Sage n'avait pas pâli. Ton grand-père a écrit ça pour tes 18 ans. Sage. Il me l'a donnée quand il était mourant et m'a demandé de la garder scellée jusqu'à aujourd'hui. Je la plaçai dans ses mains. Ouvre-la. Sage rompit le seau avec son pouce. Elle déplia une seule feuille de papier ligné. Du genre que Forrest utilisait pour les grilles de notation en classe. Du genre avec les larges marges où il dessinait de petits diagrammes d'assemblage et d'angle. Son écriture remplissait les deux côtés. De petites lettres soignées, l'écriture d'un homme qui mesurait 2 fois et écrivait 1 fois. Sage lut en silence. Ses lèvres bougeaient sur certains mots et s'arrêtaient sur d'autres. J'ai regardé ses yeux parcourir la page. Et j'ai vu le moment où elle est arrivée à la partie sur le compte. Sa mâchoire se serra, son menton se leva. Elle ne ressemblait en rien à la fille qui avait souri à un bracelet en plastique 20 minutes plus tôt. Puis elle s'arrêta à un passage et le lut à voix haute. Non pas parce que quelqu'un l'avait demandé, mais parce que certaines phrases sont trop lourdes à porter seules. Et certaines phrases doivent être entendues par la personne qui a rompu la promesse qu'elles décrivent. Cet argent est pour ton avenir. Sage. Compte 4 471 308. Je l'ai ouvert quand tu avais 10 ans parce que tu m'as dit que tu voulais apprendre comment les choses fonctionnent. Personne ne décide de ta valeur sauf toi. Pas ta grand-mère. Pas ta tante, pas le monde. Juste toi. La salle l'entendit. Chaque personne à cette table entendit l'écriture d'un homme mort nommé le comte. Nommer la petite fille, et la mettre en garde contre les gens qui essaieraient de décider pour elle. Papa a laissé 42 000 dollars pour Sage. Tu les as pris. Tu as acheté une Jeep à brin avec. Et tu as donné à Sage un bracelet à 15 dollars. Claudia s'assit, sans grâce. Elle s'affaissa sur sa chaise. Et ses mains se posèrent à plat sur la table comme les mains d'une personne se posent à plat quand la seule chose solide qui reste dans la pièce est la surface en dessous. Son visage était gris. Sa clavicule était marbrée de rouge. Elle essaya de parler et s'arrêta. Essaya à nouveau. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. On peut arranger ça. Je remettrai l'argent. Je le rembourserai avec le temps. C'était un malentendu. Je pensais que le compte était partagé. Il n'était pas partagé. Le nom de Sage est le seul nom de bénéficiaire sur les documents. Tu le savais parce que tu as signé l'accord de garde. Claudia regarda Tabitha. Tabitha ne voulut pas croiser son regard. Claudia regarda Willis. Willis fixait l'enveloppe comme si c'était un document qu'il allait devoir expliquer à son propre avocat. Meredith, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous pouvons en discuter à la maison, pas ici. Pas devant tout le monde. Tu as classé ma fille devant tout le monde. Maman. Tu l'as traitée de reste devant tout le monde. Tu peux entendre la vérité devant eux aussi. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour cette famille. Tu as fait ce que tu pensais que la fille de Tabitha méritait. Et tu l'as payé avec ce que mon père a économisé pour la mienne. Ce n'est pas une décision de famille. C'est du vol avec une réservation pour dîner. Maman? Ma voix baissa, c'est le dernier anniversaire, la dernière fête? La dernière table que tu partages avec ma fille. Tu n'as plus le droit de classer Sage par rapport à Brun en public ou en privé. Tu n'as plus le droit d'utiliser le nom de papa en dépensant l'argent de papa pour l'enfant que tu as choisi au détriment de l'enfant qu'il a choisi. La Caisse populaire envoie une lettre de mise en demeure pour 38 000 $. Si tu ne rembourses pas, ils transmettront l'affaire au procureur du comté pour abus d'autorité fiduciaire. Ce n'est pas ma décision. C'est la procédure institutionnelle. J'ai failli sortir sans me retourner. Mais Sage tenait toujours la lettre des deux mains, et son visage n'était plus brisé. Il était ouvert. Comme une fenêtre que quelqu'un aurait enfin poussée après des années de peinture la tenant fermée. Alors j'ai attendu. Elle a plié complètement la lettre, l'a mise dans la poche de sa veste. A ramassé les clés de la Mustang et s'est levée.
Nous sommes partis ensemble. Sterling a tenu la porte. Si cette histoire vous a touché quelque part de vrai, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à Family Secret Health. Le comité d'examen des fraudes de First Regional a terminé son évaluation le 14 octobre. Claudia a reçu une lettre de mise en demeure officielle pour la totalité des 38 000 $. Remise en main propre par courrier recommandé à la maison dont Forrest avait construit le Porsche. La lettre indiquait que le retrait par le dépositaire avait été utilisé pour l'achat d'un véhicule par un tiers non divulgué, sans rapport avec le bien-être du bénéficiaire, et que le non-remboursement dans les 60 jours entraînerait une saisine du bureau du procureur du comté pour abus d'autorité fiduciaire. L'avocat de Claudia a appelé la Caisse populaire au jour 31 et a demandé une prolongation. La prolongation a été accordée pour 30 jours supplémentaires à un taux d'intérêt annuel de 6,8%. L'argent n'était pas à Claudia. L'institution avait l'intention de récupérer chaque dollar. Le financement de la Jeep Wrangler a été mis en révision le 18 octobre. La Caisse populaire a envoyé un avis officiel à Tabitha et Willis indiquant que la source de l'acompte faisait l'objet d'une enquête pour fraude active et que les conditions du prêt étaient suspendues en attendant la résolution. La Jeep est restée dans l'allée de Tabitha pendant 3 semaines sans bouger. Brun a arrêté de publier à ce sujet. Willis a appelé Claudia une fois. Elle n'a pas répondu. Il a appelé l'avocat de Tabitha le lendemain. Début novembre, Willis avait engagé son propre avocat non pas pour la Jeep, mais pour le mariage. Le coût de la voiture que Claudia avait achetée avec l'argent de quelqu'un d'autre se mesurait maintenant en quelque chose de plus grand que des dollars. Le groupe de l'église de Claudia a cessé d'appeler. Pas d'un coup, mais de la manière dont les choses s'arrêtent quand la raison est trop claire pour que quiconque prétende ne pas savoir. Dolores Medina, qui était sortie du restaurant, n'a pas retourné les appels de Claudia la première semaine. La deuxième semaine, elle a envoyé un texto qui disait « Je pense que tu as besoin de parler à quelqu'un, Claudia. Pas à moi. » La femme du pasteur, qui était à la table du dîner quand Claudia a prononcé la phrase sur les « restes », a mentionné la soirée à 2 autres femmes de l'étude biblique du mercredi. Elle n'a pas émis de jugement. Elle n'en avait pas besoin. Fin octobre. Le nom de Claudia ne figurait plus sur la liste du comité d'organisation du bazar de Noël. Personne n'a voté pour la retirer. La nouvelle liste du comité a simplement été imprimée sans son nom. La liste a été affichée dans la salle de réception de l'église un vendredi. Le dimanche, tout le monde l'avait vue. Personne n'a demandé pourquoi. Tabitha m'a retiré de ses amis sur toutes les plateformes dans les 48 heures suivant la fête. Elle n'a pas envoyé d'autres textos après le premier, qui disait « Tu aurais pu me le dire en privé. » Je l'ai lu une fois. Je n'ai pas répondu. Elle était assise à cette table pendant que sa mère donnait à Sage un bracelet en plastique et estimait sa valeur à 15 $. Elle était au courant pour la Jeep depuis 3 semaines et n'avait pas remis en question la source. Elle aurait pu demander en privé, elle aussi. Elle ne l'a pas fait. Elle a applaudi à la place. Un mardi soir de fin octobre. Claudia était assise à sa table de cuisine avec la lettre de mise en demeure ouverte devant elle. Je le sais parce que Sterling est passé devant la maison en allant voir un fournisseur et a vu la lumière de la salle à manger allumée à travers les rideaux. Il a ralenti sans le vouloir. La fenêtre de la cuisine n'était pas couverte. Claudia était seule. Une calculatrice se trouvait à côté de la lettre sur le côté gauche de la table. Une tasse de thé avait refroidi près de sa main droite. La chaise en face d'elle, celle où Forrest s'asseyait pour corriger les copies de la classe de travaux manuels après le dîner et dessiner la prochaine étagère sur du papier millimétré, était vide. Elle était vide depuis 6 ans, mais cette nuit-là, elle semblait plus vide que d'habitude parce que la personne qui aurait dit à Claudia qu'elle avait tort était la même personne dont elle avait dépensé l'argent. Claudia portait les lunettes de lecture que Forrest lui avait achetées le dernier Noël avant le diagnostic. De fines montures dorées d'une boutique de Main Street qui a fermé 2 ans plus tard. Elle regardait des chiffres sur la lettre de mise en demeure qui n'avait aucune version.
De même pouvant aboutir à quelque chose qu'elle pourrait arranger avec un revenu fixe. Elle n'a pas pris le téléphone. Il ne restait personne à appeler qui écouterait la version de l'histoire où elle était la personne raisonnable. Le 20 octobre. Sage a signé le transfert de titre de propriété pour la Mustang jetée chez Lehman Motors. Royce a traité les derniers documents. Il a serré la main de Sage par-dessus le bureau et a dit : « Votre mère a payé cette voiture comptant. Ce n'est pas quelque chose que je vois toutes les semaines. » Sage l'a remercié. Elle n'a pas dit grand-chose d'autre, car elle est la petite-fille de son grand-père. Et Forrest n'a jamais utilisé 3 mots quand un seul suffisait. Nous avons marché jusqu'au parking à l'heure de la fermeture. Les lumières du concessionnaire s'allumaient au-dessus de nous. C'est aux lampadaires au sodium qui teintent tout en ambre dans l'obscurité d'octobre. La Mustang était garée au premier rang, gris magnétique métallisé. L'air avait le piquant d'une saison qui avait fini de prétendre être l'été. Sage s'est assise dans le siège du conducteur avec la porte ouverte. Elle a sorti la lettre de la poche de sa veste et l'a posée sur le tableau de bord, face au pare-brise. L'écriture de Forrest captait la lumière du parking à travers la vitre. Elle a tracé une ligne du bout de son doigt. La ligne avec le numéro de compte. La ligne qui disait « Personne ne décide de ta valeur sauf toi ». Je m'appuyais contre la portière passager, les bras croisés. Le moteur était éteint. Les clés étaient dans la main droite de Sage. À l'intérieur du restaurant Marchette, 12 jours et toute une vie derrière nous. Le bracelet à $15 était toujours dans une poubelle près de l'entrée de service. Toujours dans son boîtier en plastique, toujours avec une étiquette de prix jaune. Ne valant même pas la peine d'être jeté avec conviction. Sage a mis la clé dans le contact et l'a tourné. Le moteur a démarré, bas et solide. Le son de quelque chose construit pour durer plus longtemps que les gens qui essaient de vous dire ce que vous valez. Aucune de nous n'a parlé. Les lumières du parking bourdonnaient. L'écriture de Forrest tenait bon contre la vitre. Le bracelet est resté là où il devait être. La voiture tournait.